Ce soir, avant de mettre sur le site nos bons de commande pour les médicaments, on voudrait on aura une discussion à la fin, vous expliquer un petit peu comment on travaille au niveau du GDS-AIF pour vous aider à bien choisir le meilleur traitement contre varroa. Alors, GDS-AIF, on est un groupement de défense sanitaire apicole. On a un PSE qui est en renouvellement. On devrait avoir le renouvellement au 27 janvier. Là, on passe devant la commission pharmacie. Mais on n'est pas là uniquement pour vendre des médicaments, quoi, hein. Vous l'avez constaté, on fait quand même pas mal de choses, on donne beaucoup de conseils, etc. Et le traitement du varroa, bien évidemment, on va commencer par ça. Il ne dépend pas que des médicaments, quoi. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en compte. Et les méthodes de traitement, là aussi, elles ne sont pas uniquement chimiques, hein. Et ce qui va peut-être vous paraître un petit peu complexe dans ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on a intérêt à mettre plusieurs traitements dans son escarcelle et donc à pas faire uniquement un traitement chimique, mais on peut faire des traitements biotechniques ou autres. Et dans les traitements chimiques aussi, on peut alterner, faire des bithérapies, hein, donc faire un traitement éventuellement de l'acide oxalique plus tard. Et donc tout ça, c'est quand même un peu complexe. Et je pense qu'on a trop tendance dans un GDSA comme ça à venir uniquement pour commander du médicament. Donc, c'est une chose importante, hein, choisir le bon médicament, bien l'utiliser, des médicaments avec autorisation de mise sur le marché. Mais il faut absolument qu'on bouge un petit peu dans nos idées et qu'on revienne à des traitements qui soient, si possible, pas trop chimiques, quoi, même si on ne peut pas se passer du traitement chimique. Donc, traiter ou ne pas traiter, hein, that is the question. Il y a des gens qui sont favorables au non-traitement, donc ça peut exister, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Actuellement, les gens qui ne traitent pas subissent quand même de grosses pertes. Et donc, il y a des gens sur des îles, etc., qui peuvent essayer de... Ah, je vais devoir vous laisser une seconde. Bon, oui, m'excuser, mais le téléphone s'est bien sonné de façon intempestive. Il y a des gens qui essayent de ne pas traiter, hein. Il y a eu un article il y a quelque temps dans la revue LSA d'un Norvégien qui sélectionne des abeilles depuis très longtemps. Mais c'est quelque chose de complexe. Je vous essayerai d'expliquer un petit peu comment ça peut fonctionner. Mais actuellement, dans nos régions, il est hors de question de ne pas traiter. Et après, on peut essayer de traiter le mieux possible, à la fois chez les bio et chez les non-bio. Donc, je fais cette dichotomie entre bio et non bio, alors que bon, les bio, pour être bio, il faut avoir 51% des surfaces qui sont en bio et les abeilles, on ne les contrôle pas. Donc, c'est toujours difficile de dire qu'on fait de l'agriculture bio, mais normalement, tout le monde devrait faire du bio. Ce qu'il faut se rappeler, c'est les effets qu'on a sur sur l'abeille, quoi. Donc, notamment au niveau des corps gras et de l'émolin. Enfin, on parle de plus en plus des corps gras, c'est vraiment une partie importante de l'abeille. Et en hiver, là, actuellement, elles ont encore des corps gras bien bourrés. Et d'ici 15 jours, elles vont commencer à utiliser ces corps gras pour que les glandes hypopharyngiennes se développent et donc qu'il y ait production comme ça de tous les nutriments nécessaires à la reine et à l'élevage des larves. Donc, les autres effets qu'on a, c'est sur les virus, hein, notamment virus des ailes déformées, mais il y en a plusieurs, hein. Cette année, on a vu du virus Sac-Broad et souvent c'est associé au varroa, hein. C'est quand même un virus qu'on ne voit pas très souvent, mais bon, les conditions étaient telles que ça a favorisé cela, notamment avec des carences protéiques. Une atrophie des glandes hypopharyngiennes, hein, on connaît l'importance des glandes hypopharyngiennes pour les nourrices, et donc si elles sont atrophiées, évidemment, les nourrices ne sont pas très efficaces. On a des altérations des capacités d'apprentissage, hein. Il n'y a pas que les pesticides qui peuvent jouer à ce niveau-là. On a des baisses d'immunité, ça aussi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas beaucoup, mais c'est vraiment un point très important parce que c'est quand même les protéines qui jouent énormément au niveau du système immunitaire. Et donc, tout ça, ça va intervenir pour affaiblir les colonies.
Et donc, les interactions avec d'autres facteurs de stress, facteur de stress, le frelon, ça en est un. Donc, quand vous avez du varroa et du frelon en même temps au mois de septembre-octobre, ben, ce n'est pas génial pour les ruches. Et enfin, je voudrais insister là aussi sur l'entrée de varroa comme ça qui se fait régulièrement. Il y a eu une étude il y a quelques années déjà qui montrait qu'on avait 75 varroas par jour qui étaient échangés entre deux ruches. Et donc, on a de plus en plus des réinfestations tardives. Donc, on fait des traitements, vous mettez des lanières d'apivars, par exemple, et si vous enlevez les lanières, si vous les mettez très tôt, on enlève des lanières fin octobre, début novembre, et on a des réinfestations parce qu'on a du temps favorable. On a beaucoup d'interculture maintenant en agriculture, et donc on a des abeilles qui sortent beaucoup jusqu'au mois de décembre. Et donc, on a beau avoir fait un traitement qui a été efficace, mais en 15 jours, 3 semaines, on a une réinfestation. Et donc, il faut vraiment faire attention à cela et donc peut-être modifier un petit peu nos, notre système auquel on est habitué. Et donc, il n'y a pas de sélection naturelle sur le caractère de résistance. Ça, on s'est toujours dit, ben, on va laisser des abeilles sans les traiter, puis au bout de 5 ans ou 10 ans, elles seront résistantes. Non, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Donc, il ne faut pas compter là-dessus et on verra que l'héritabilité n'est pas très favorable, les facteurs de résistance au varroa. Donc, on va parler à la fois des varroas phorétiques et des varroas qui sont dans le couvain. Donc, la lutte contre varroa, si on part du bas vers le haut, donc de la prévention vers l'intervention, vous voyez que la pyramide est beaucoup plus large en bas. Et donc, ce qui est vraiment très important, c'est la conduite apicole. Et donc, ça reste la base de tout. On peut avoir des gens qui soient hyper performants, et qui ont peu de varroa, même avec des ruches qui sont fortement productives. Il faut savoir que plus vous avez des ruches productives, plus vous avez une reine qui pond, plus vous avez de varroa normalement. Et après, donc, ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez fait pour éviter qu'il y ait des pics de varroa trop importantes. Le varroa, c'est comme le frelon, il faut vivre avec. Donc, on l'aura pendant des années, pour ne pas dire plus. Donc, les différentes méthodes de lutte qu'on va envisager, donc la lutte par chimiothérapie, que vous connaissez bien. Alors, depuis quelques années, il y a quand même une évolution. On utilise de plus en plus les acides, acide oxalique, acide formique. On utilisait au départ beaucoup les lanières, notamment les lanières d'apivar et d'apistan. On verra un petit peu les différences entre les deux, ce problème d'alternance des lanières. Mais ces traitements chimiques, ils doivent être élaborés en même temps que la lutte biotechnique. C'est-à-dire que moi, depuis plusieurs années, vous m'avez entendu parler du retrait de couvain mâle. Je crois qu'il y a des pros, notamment Gwenaël Delamarche en Bretagne, qui utilisent ça depuis des années avec un grand succès. Donc, des gens qui ont 1000 ruches, qui sont capables de faire ça, ça prouve que la méthode est applicable, efficace et rentable. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au printemps, on en dira un petit mot. Le retrait total de couvain, c'est aussi une technique. L'encagement de la reine, là aussi, les Italiens ont mis ça au point il y a déjà quelques années. Donc, ça nécessite d'avoir des reines marquées. Les formations de nucléi, les divisions au printemps, c'est aussi un moyen de faire baisser le varroa. Donc, ça n'est pas un traitement définitif, mais ce qu'on veut, et je vais vous le montrer sur des courbes par la suite, ce qu'on veut, c'est rester à des niveaux assez bas pour que la ruche puisse continuer à vivre normalement et ne pas avoir tous les inconvénients que je vous ai montrés tout au début. Après, il y a un traitement thermique qui a été mis au point dans des pays d'Europe de l'Est, la Slovaquie, Autriche, qui arrivent en France. On a déjà quelques personnes, même dans le 95, qui sont équipées. Donc, c'est une technique à bien maîtriser, qui est un petit peu gourmande en temps, mais qui peut être intéressante. Et donc, il est important de suivre ceci aussi, parce que ce sont des choses quand même qui se passent de chimie. La sélection des abeilles, on dira un petit mot, des abeilles VS sages, des abeilles SMR. Donc là, il ne faut pas attendre de miracle là-dessus. On vous vend des abeilles VS sages, SMR. Dernièrement, il y a eu une conférence à Périgueux par un chercheur de l'Abogena qui montrait qu'on a une faible irritabilité. Donc,
C'est beaucoup de travail pour sortir des abeilles VSH, hein, donc résistantes à varroa, et donc ils sont capables comme ça de sortir les varroas, de désoperculer et donc de limiter la croissance et le développement des varroas. Et donc, mais ces systèmes-là sont très coûteux en temps et sur le long terme, parfois en 2 ans, on a reperdu le 100% résistance qu'on avait, on arrive à 25%. Donc, c'est un petit peu désespérant. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est penser à faire une sélection massale, et je vous en dirai un petit peu plus après. Donc, éliminer quand même les colonies, et là, on va revenir sur l'importance des comptages, éliminer les colonies qui sont toujours les plus infestées, quoi. Hein, parce que quand on fait la sélection d'abeilles VSH ou SMR, ben, on sélectionne sur de la résistance à varroa, mais on ne sélectionne pas sur de la résistance à de la loque ou à d'autres maladies. Et on s'aperçoit que les abeilles VSH, souvent, sont beaucoup plus sensibles au niveau sanitaire. Donc, attention, alors qu'une bonne sélection massale, comme on le fait dans toutes les espèces, ça nous permettrait quand même de choisir les reines sur les ruches les moins sensibles, enfin les plus résistantes, et donc d'éliminer comme ça les moins bonnes ruches et de les remplacer par des colonies issues de colonies les plus intéressantes, mais pas sur un seul facteur. Donc, un petit mot sur la sélection des abeilles, hein. Donc, la résistance à varroa, donc, est-ce qu'elle existe, hein? C'est soit une survie malgré une infestation, donc pour les gens qui veulent des ruchers sans aucun traitement. Est-ce que c'est une absence de varroa, ou est-ce que c'est de ne plus voir de virus type L déformé ou virus hein, qui sont souvent là en même temps que le varroa, quoi. Donc là aussi, résistance à varroa, c'est un terme qui est un petit peu galvaudé, quoi. On ne sait pas exactement à quoi il correspond. Donc je vous ai dit tout à l'heure, hein, la technicité des apiculteurs, c'est vraiment un facteur important. Le nourrissement, le climat, on a vu qu'il a joué beaucoup l'année dernière. Des colonies très fortes, donc ils sont infestés avec beaucoup, parce qu'on a un couvain qui est très important, hein. Les buckfast sont très intéressantes comme abeilles, mais elles ont cet inconvénient de consommer beaucoup de nourriture, hein. Il faut sans arrêt être derrière, ce sont des formulins. Et le fait d'avoir une ponte très importante, c'est quand même un petit peu dommage. Donc, à l'avenir, il faudra peut-être essayer de trouver des abeilles qui soient beaucoup plus capables de réagir en cas de mielé, quoi, donc adaptables, mais qui n'ont pas à longueur d'année cette ponte aussi importante, hein. On le voit dans les régions du sud où il ne fait pas froid, en Californie aussi, des colonies qui sont sans période hors couvain, et donc on a des reines qui s'épuisent plus facilement, et on a surtout du varroa qui se régale parce qu'il a tout le temps de quoi se développer. Entre les SMR et VSH, hein, VSH, c'est plutôt les abeilles qui nettoient, hein, les cellules, hein, qui permettent, qui sentent qu'il y a du varroa à l'intérieur des cellules. Donc, il y a une abeille qui désopercule, les autres qui sortent, et donc le varroa ne peut plus se reproduire. Et les abeilles SMR, c'est plutôt des abeilles qui empêchent la reproduction à l'intérieur sous les opercules, donc des varroas. Donc, la résistance génétique, c'est un peu complexe, hein, parce qu'elle est sur 40 gènes qui sont répartis sur 7 chromosomes. Et donc, on n'a pas 2 ou 3 gènes de résistance à varroa. Et donc, avec une héritabilité qui est inférieure à 20%, c'est difficile d'obtenir des abeilles résistantes sur le long terme. Je vous ai mis les abeilles VSH 100% redeviennent sensibles au bout de 2 ans. Et donc là aussi, soit il faut refaire des inséminations à un seul mâle comme on fait pour obtenir ces abeilles VSH, ou soit il faut être dans un endroit très isolé, quoi. Et donc ce qui est intéressant pour les vendeurs d'abeilles VSH, c'est qu'ils sont sûrs d'en vendre régulièrement tous les 2 ans. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui est au point pour l'instant. On essaie de trouver des marqueurs génétiques, etc. Mais on en parle beaucoup depuis 4-5 ans et on ne voit rien venir. Donc, la sélection massale, donc là, je vous ai repris un petit peu ce que fait Terge en Norvège, hein. Donc, on élève des reines, des 10% des colonies qui sont les plus performantes. Les plus performantes, donc, c'est sur plusieurs critères, hein. Donc,
à la fois varroa, virus, la production, l'état sanitaire. Donc, il ne faut pas prendre uniquement sur le varroa. Et donc, là-dessus, on élimine les colonies les moins performantes. Et donc, dans ces moindres performances, ben, il y a l'importance de la varroose. Et donc là, ça permet comme ça régulièrement d'améliorer. Il y a eu un article publié dans le numéro 305 de la revue de la santé de l'abeille. Et donc ça, je vous incite à le lire. Et ça doit nous inciter quand même à essayer de faire un peu plus de sélection au niveau de chaque apiculteur et de nos propres colonies, plutôt que de toujours acheter et de faire rentrer des animaux extérieurs dans nos ruchers. Au printemps, donc, il faut essayer de connaître le niveau d'infestation, hein, parce que tant qu'on ne connaît pas le niveau d'infestation, on est incapable de savoir quel sera le meilleur traitement à adapter. Donc, les différentes périodes où on peut faire ces comptages, donc c'est au printemps, on peut le faire avant un traitement annuel, après un traitement. Moi, je vois beaucoup de gens qui en font pendant le traitement. Je trouve que ça ne présente pas grand intérêt, hein, parce que quand vous mettez des lanières d'apivars, vous avez 500 varroa qui tombe chaque jour, ça ne vous donne rien du tout. Ce qu'il faut, c'est après l'arrêt du traitement, 8 jours après, voir s'il est nécessaire de refaire. Hein, vous avez mis vos lanières et donc s'il y a besoin de refaire un traitement hors couvain, donc fin décembre en général. Et ça, il n'y a que le comptage qui peut nous permettre de le dire. Après, sur quel effectif? Donc, on peut se donner quelques petites recettes. Hein, donc, pour faire des comptages d'infestation, on peut le faire sur toutes les ruches si on a moins de 5 ruches, 5 ruches entre 5 et 10 ruches, 6 entre 11 et 20. Et donc, si vous avez plus de 50 ruches, vous pouvez monter à 13 ruches. Donc, évidemment, on ne va pas aller regarder toutes les ruches, mais c'est quand même le comptage, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas encore de mode chez tous les apiculteurs. C'est comme le vaccin, on devrait le rendre obligatoire. Hein, c'est ma position personnelle. Comptage des chutes naturelles, bon, c'est une blague. Comptage des chutes naturelles sur l'ange pendant 7 jours. Donc ça, c'est quand même une technique qui est très simple, hein, qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle nous donne quand même une indication assez fiable. Et donc, on peut avoir jusqu'à 1 varroa par jour en hiver de chute naturelle, 3 au printemps, 10 en été. Donc, ce ne sont pas des chiffres à prendre à la lettre. Hein. La lettre sont des ordres de grandeur. Et donc, avec ça, ça nous permet quand même d'agir derrière. On peut faire des comptages des varroas phorétiques, hein, donc ces varroas qui sont accrochés sur les abeilles. Donc, il y a des bols, hein, vous trouvez ça même maintenant chez les marchands de matériel, donc des bols de type de celui de Vetopharma, la EasyCheck, où vous pouvez mettre 200 à 300 abeilles. Vous mettez une cuillère à soupe de sucre glace, on roule doucement et après, vous pouvez compter ça sur une feuille blanche. Donc, les seuils, c'est 0,5 varroa phorétique par 100 abeilles en automne, 3 au printemps et 4 en été, quoi. Et donc, ce sont des choses, bon, il faut ouvrir la ruche, il faut aller chercher des abeilles, il ne faut pas prendre la reine, évidemment. Donc, c'est un petit peu plus invasif. C'est pas, moi, je trouve, personnellement, je ne me décarcasse pas. Hein, il faut ouvrir les ruches, il faut vraiment faire attention. Le comptage sur l'ange, moi, me paraît, dans la plupart des cas, bien suffisant. Ça, pour faire de la recherche, par contre, c'est un plus. On peut désoperculer aussi le couvain, hein, donc ça, il faut après aller compter comme ça dans chaque cellule ce que vous avez comme varroa, donc c'est quelque chose qui est un peu astreignant. Et voilà ce que vous pouvez trouver. Donc, quand on trouve ça, on se dit, oh là, c'est affolant. Non, là, vous êtes en plein traitement, où vous venez de faire de l'acide oxalique et puis le lendemain ou le surlendemain, vous regardez vos langes. Et donc, c'est pour ça que ça n'a pas grand intérêt de mettre le lange à ce niveau-là, à ce moment-là. Donc, un petit mot rapidement sur le retrait de couvain mâle. Donc, le retrait de couvain mâle, ça se fait au printemps. Hein, j'insiste bien, au printemps. Il y a des gens qui le font tardivement. Et pour moi, ça doit se faire en avril et en mai. L'idéal, c'est de le faire
minimum 2 fois. Alors parfois, il y a des gens qui nous disent oui, mais on n'a pas trouvé de varroa en ouvrant les cellules de mâle. C'est vrai que c'est difficile de savoir s'il y en aura ou pas, mais on s'aperçoit quand même que quand on fait les traitements ou qu'on fait des comptages avant le traitement d'été, quand on a fait du retrait de couvain mâle, on a quand même nettement moins de varroa et on sait par exemple que pour l'apivare, on est beaucoup plus efficace si on démarre l'apivare à un moment où on n'a pas un maximum de varroa. Hein, l'inconvénient de l'apivare, c'est qu'il n'a pas une action très rapide et je vais vous montrer des courbes qui vont vous faire comprendre pourquoi c'est intéressant parfois de faire un traitement flash même avant de mettre des lanières d'apivare. Donc, ça peut éviter de faire un deuxième traitement chimique hors couvain. Hein. Donc, si on fait du retrait de couvain mâle au printemps, vous mettez des lanières. Moi, c'est ce que je pratique personnellement. Je ne fais jamais d'acide oxalique derrière et je fais des comptages et ça ne s'avère pas nécessaire. Alors, c'est chez moi, ça n'est pas transposable chez tout le monde, mais c'est quand même une technique qui me paraît intéressante et qui permet de limiter un seul traitement chimique chaque année dans nos ruches, hein, en sachant qu'on vend du miel. Et donc, il faut essayer de respecter un petit peu au maximum nos abeilles et nos consommateurs. J'étais étonné la semaine dernière hein, il y avait une conférence par des chercheurs et l'ancien président d'ADA France qui disait mais quoi, j'utilise des produits hors AMM et personne ne me l'interdira. C'est quand même un peu dommage de la part d'un responsable de l'apiculture professionnelle dans changer des choses comme ça. Mais bon, actuellement, c'est la mode. On voudrait essayer de contourner la législation, qu'elle soit française ou européenne. Donc, c'est une suppression mécanique tous les 20 jours en avril et mai. Hein, donc, je vais vous montrer après, je crois, une deuxième diapo, montrer comment ça se passe. Donc, on fait 2 à 3 interventions et ça ne provoque pas de perturbation sur les colonies. Il y a beaucoup de gens au début qui nous ont dit non, mais ça va perturber la production de mâles, etc. Non, il y a toujours suffisamment de mâles et les pros qui font ça. Évidemment, quand vous voulez garder des mâles d'une bonne colonie, bah, celle-là, vous ne la mettez pas en retrait de couvain. Et donc, vous gardez à ce moment-là. Mais sur les autres, surtout, il faut bien penser à les enlever au bout de 24 jours maximum pour ne pas faire d'élevage de mâles. Donc, on place un cadre numéroté donc, dans la ruche lors de la visite de printemps, vous le mettez en rive, et puis après, un mois après, vous pouvez le mettre en bordure de couvain. La reine, elle pond bien si le cadre hein, destiné à la ponte des mâles est positionné comme ça vers le côté du couvain, le bord du couvain. Donc, on peut faire une rotation des cadres tous les 5 ans normalement. Et donc, progressivement, après, vous pouvez évacuer comme ça. Et avant l'hiver, ce cadre de mâle, enfin même après l'avoir utilisé, vous pouvez le remettre en bordure et il pourra servir aux réserves. Donc le cadre, hein, moi je le mets en place fin mars ou début avril, ça dépend des températures. On fait un retrait 22 jours plus tard et on refera un deuxième retrait 20 à 22 jours plus tard. Et pour ceux qui veulent faire un troisième retrait, c'est encore une vingtaine de jours. Et donc surtout, pensez à ne pas l'oublier. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Vous mettez un cadre normal de hausse et la reine, les ouvrières vont construire en dessous et la reine va venir pondre des œufs mâles en dessous et c'est vraiment systématique. Et en 48 heures en général, hein, la reine, elle est capable de commencer à pondre. Bon, là, il faudrait que je redresse la diapo, mais vous voyez un petit peu. Donc là, il y a une petite partie en haut. Là, c'est un cadre fermé. Et donc, j'ai adapté donc avec un tiers, avec des réserves de miel en haut et en bas. Donc là, ça, vous pouvez découper ça au couteau et vous mettez ça, évidemment, à la poubelle pour ne pas disséminer les varroas. Donc, les résultats hein, sur des études scientifiques, c'était une diminution des mortalités de 35% en hiver après 2 ans. On avait une augmentation des populations globales d'abeilles, augmentation de la production de miel, donc là, ça a été bien calculé, hein, 2,2 kg par ruche.
Une augmentation de la production des ruches plus faibles, là aussi, c'est vraiment intéressant parce qu'on s'aperçoit que c'est sur les ruches plus faibles où on est le plus efficace et c'est celles-là qu'il faut aider en priorité. Et donc là, on n'a pas besoin de les nourrir ou de faire autre chose, uniquement les débarrasser comme ça de varroa, enfin diminuer la quantité de varroa, c'est très, très efficace. Et donc, ça permet d'augmenter dans ces ruches le nombre de butineuses et de nourrices. Donc, c'est le but du jeu quand même. Et en plus, on peut récupérer un petit peu de cire sans traitement. Bon, il faut filtrer, c'est un petit peu de boulot, mais c'est particulièrement intéressant. Donc, là, cette courbe, vous la connaissez bien, hein, c'est le cycle annuel du varroa. Donc, vous voyez les populations d'abeilles en rouge avec le pic vers le mois de juillet-août, la population du couvain aussi, et la population de varroa, donc qui va croître régulièrement. Et donc là, le problème, c'est qu'au mois de septembre-octobre, on a nos abeilles d'hiver qui apparaissent, et donc à ce moment-là, il faut essayer d'avoir des abeilles qui ne soient pas trop infestées, quoi. Donc le réchauffement climatique, là actuellement, il faut vraiment y penser parce que ça va favoriser les réinfestations en automne. Donc, si on a une colonie qui a été soit maltraitée ou non traitée, hein, elle va vous réinfester vos autres colonies. Et donc, à la fois parce qu'on a des colonies qui sont moins résistantes que d'autres, et donc ces colonies-là, c'est pour ça qu'il faut essayer de les dégager. Et donc aussi les problèmes de pillage, hein, et ça, moi, je vois encore trop souvent des gens qui mettent des cadres à lécher. Bon, ça encore, on n'a pas beaucoup de ruches, c'est pas compliqué de noter ces hausses et de remettre les mêmes hausses à chaque ruche. Et là, vous n'avez pas de problème de pathologie, quoi. Et donc, il faut essayer vraiment, le sanitaire, ça passe par un ensemble de petites mesures comme ça qui sont vraiment très, très importante. Et ces réinfestations d'automne, on parle de plus en plus de résistance, par exemple, à la pivare. Et en fait, ce n'est pas toujours de la résistance, hein. On va avoir parfois 3 semaines, un mois après, une forte infestation parce qu'on aura eu dans le secteur des abeilles qui ont bien continué à travailler parce que le temps était favorable. Il y avait des intercultures et vos abeilles, elles ramènent tous les jours des varroas dans la ruche. Et donc, vous avez une réinfestation. Et donc, personnellement, moi, je mets maintenant mes lanières d'apivare que début septembre et je les laisse jusqu'à début décembre. Et donc, j'évite ce problème-là en faisant au printemps un retrait de couvain mâle. Donc ça, j'aurais discuté avec Veto Pharma. Au début, ils n'étaient pas trop favorables parce que jusqu'à présent, on disait toujours que l'efficacité des traitements, notamment les lanières, était meilleure si on démarrait plus tôt, c'est-à-dire qu'on avait une courbe qui était moins haute quand on intervenait. Et je pense que ça, avec la nourriture qu'on trouve quand même en quantité, ça, il faut essayer de revoir un petit peu ces pratiques et peut-être décaler un petit peu. Alors, c'est une opinion personnelle, moi, c'est de la recherche que je fais depuis plusieurs années et je vois que les gens qui font comme ça, bon, quand même moins de réinfestations. Si vous avez des réinfestations, bon, ça vous oblige à faire de l'acide oxalique après hors couvain, mais si on peut l'éviter, c'est encore mieux. Donc, il y a actuellement 12 médicaments qui sont autorisés avec des autorisations de mise sur le marché. Donc, je vous ai mis les noms. Donc, l'apistan, hein, vous savez qu'au GDSAIF, on n'est pas très chaud pour utiliser l'apistan parce que c'est une molécule qui est très utilisée, hein, chez les arboriculteurs. Donc, on a eu aussi beaucoup de résistances qui se sont développées. Et surtout, c'est le dépôt, hein, c'est un produit qui est lipophile, donc qui se dépose dans les cires. Et donc, il faut changer plus souvent les cires. On a beaucoup de résidus dans les cires. Et donc, ça, dans les ruches, c'est quand même pas génial. Donc, normalement, il y a beaucoup de GDSA qui font une alternance tous les 4 ans, par exemple. Nous, on l'a fait il y a déjà 3 ou 4 ans, je crois. Une année, on avait proposé la piston pour ceux qui en voulaient. Moi, c'est pas quelque chose que. Enfin, je voudrais qu'il y ait une étude scientifique qui soit faite là-dessus pour vraiment voir à l'époque actuelle, avec les résistances qu'on peut avoir, si vraiment ça vaut le coup. Et je m'aperçois, moi, que les pros n'utilisent jamais le tofluvalinate, hein, ils n'utilisent que d'Apivar en général.
Donc, l'Apivар, c'est la molécule la plus utilisée. L'année dernière, au GDSAIF, on en a vendu 2400. Donc, vous voyez, avec 5 ruches, ça vous fait à peu près 12 000 ruches qui ont été traitées à la mitraze. Donc, c'est vraiment la majorité de ce qui a été utilisé dans le cadre de notre PSE. Alors, ce n'est pas un produit sans danger. Il y a deux métabolites. On recherche plutôt les métabolites qui sont dangereux. Et donc, il faut bien respecter la législation. Et on en dira un petit mot tout à l'heure. Et donc, ne pas laisser, comme font certains, les lanières jusqu'au printemps. Il faut absolument, si on veut déjà ne pas avoir de résistance et si on veut que ça reste efficace, et ne pas intoxiquer nos abeilles ou créer des résidus par la suite dans les miels, il faut essayer de bien les enlever. Et le GDSAIF récupère les vieilles lanières, on les fait traiter de façon réglementaire. Et donc ça, lors de l'Assemblée générale ou lors de la distribution, pensez à ramener vos lanières usagées et nous, on les fera partir où c'est nécessaire. On reçoit un bidon de 200 litres chaque année pour pouvoir éliminer cela. Donc l'apitrase, c'est un générique de l'amitrase. Donc par contre, nous, on ne l'a jamais utilisé. Il est un petit peu moins cher, mais maintenant, on commande nos lanières d'Apivar de façon groupée avec d'autres GDSA. Et donc, ça nous permet quand même d'avoir des tarifs intéressants et donc compétitifs. Donc, on reste sur l'Apivar pour l'instant qui nous donne satisfaction. Après, on peut utiliser des flux-métriques, donc Bévarol, Polyvar, ce qu'on n'a jamais voulu faire. Moi, je ne suis pas très favorable à utiliser des flux-métriques comme ça dans nos ruches. L'Apilife var, alors là aussi, c'est un produit qui est largement utilisé par les bio. Il y a quand même un petit. Pour les bio, il y a moins de possibilités de traitement. On sait que les gens qui utilisent l'Apilife var seul ont beaucoup plus de pertes de ruches, et c'est quand même étonnant pour des bio que les autres. Et donc, si on utilise l'Apilife var, moi, je suis toujours étonné de voir dans les commandes des gens qui ne commandent que cela. Et l'Apilife var, il doit s'utiliser systématiquement avec un deuxième traitement derrière, en général de l'acide oxalique. Et donc là, on a quand même une efficacité qui est insuffisante si on l'utilise seul. Donc après, les deux produits suivants, c'est de l'acide oxalique, donc l'apibioxal qui est sorti en 2015. Donc il est en poudre, donc il y a des sachets de 35 grammes ou de 175 grammes. Et donc on mélange ça, il faut que ça soit tenu tiède, et on met 5 millilitres à chaque intercadre. Donc en gros, dans une ruche, quand on le met sur la grappe, on va avoir 4 ou 5 intercadres à traiter. L'Oxybi, c'est la même chose, mais en liquide, c'est 1 litre. Donc, il y a une solution de poudre, parce que la poudre, c'est du glucose pour permettre une meilleure adhérence et une meilleure diffusion. Donc, la même chose, on met 5 millilitres par intercadre avec un maximum de 45 millilitres par colonie. Mais là aussi, il faut bien respecter Et maintenant, on a des seringues pour mettre ça à disposition. Et donc, il faut quand même bien respecter les doses et surtout ne pas sous-doser. Donc ça, il ne faut pas surdoser parce que là, évidemment, on va tuer des raids notamment, mais aussi les abeilles. Les abeilles qui en prennent une bonne dose, elles ne résistent pas. Mais ce sont des produits qui sont quand même à manipuler avec précaution et faire attention à la fois pour soi et pour nos abeilles. Et enfin, on a mis cette année le Varomède. On a beaucoup discuté au sein du conseil d'administration. C'est un mélange d'acide oxalique et d'acide formique. Donc, on utilise par dégouttement, donc c'est toujours 5 millilitres à chaque intercadre, donc 15 à 45 millilitres par colonie. On peut l'utiliser 1 à 9 fois même par an, donc 1 à 5 fois à 7 jours d'écart comme traitement de fond après les récoltes. Moi, je ne suis pas du tout favorable à ce système. Ça fait quand même beaucoup d'acide sur nos abeilles. Et les abeilles, quand vous leur faites un peu d'acide oxalique, ça reste dans les molymphes pendant 8 jours. On arrive à en doser pendant 8 jours, donc c'est quand même pas sans effet. Et ce produit, on a beaucoup discuté
difficulté parce qu'en fait, il était sorti avant sous un autre nom, Hive Clean, et il est utilisé dans la nature actuellement. Il y a beaucoup de gens qui ont une commande sur Internet et il est utilisé n'importe comment. Donc, on s'est dit peut-être que GDSAIF pourrait le mettre et donner les conseils nécessaires à ceux qui veulent l'utiliser. C'est un produit, je vais vous expliquer ensuite, là, qu'il faut vraiment utiliser plutôt sous forme flash. Hein. On a un traitement, on trouve qu'il y a beaucoup de varroa, on fait un traitement, on peut mettre des lanières derrière. Au printemps, on trouve qu'il y a un peu trop de varroa, on peut faire un traitement flash une fois. Et donc, ce produit est intéressant pour ça. Par contre, le labo voudrait bien qu'on l'utilise 9 fois par an, parce que 9 fois par an, ça vous fait un demi-flacon à 26 € du flacon. Vous voyez, ça revient quand même cher par ruche par rapport à de l'acide oxalique. Hein. Et donc, c'est un produit qui, pour moi, enfin, on va voir un petit peu comment il va être utilisé et s'il y a des gens qui le prennent en commande. Mais pour moi, on peut avoir ça en réserve chez soi et le jour où on a besoin, on peut l'utiliser. C'est sous forme liquide, ça se garde quand même pendant un certain temps. Hein, l'Oxybis, c'est la même chose, il peut se garder 1 an. Et donc, ces produits-là, ça peut être un dépannage. Mais surtout, je le dis et je le redis, ça n'est pas un traitement annuel. C'est un traitement flash pour essayer de résoudre un problème ponctuel ou d'améliorer le traitement qu'on va effectuer par ailleurs. Donc, pour cette année, vous verrez sur le bon de commande, donc Apivar, Oxybi, Apibioxal et Apilifevar comme l'année dernière. Et on a rajouté le Varomène. Donc ça, on n'est pas obligé, mais au GDSAIF, on vous fait des ordonnances systématiquement pour que vous puissiez comme ça bien utiliser le produit. Hein. Quand vous avez vos produits, quand vous allez les utiliser, relisez votre ordonnance avant parce qu'il y a tout sur l'ordonnance. On vous donne tous les conseils et il est important de bien respecter tout ce qui est noté dessus. Donc là, ben voilà maintenant un petit peu la difficulté, hein, après ce que je vous ai dit, qu'est-ce qu'on va faire comme choix hein, dans nos traitements. Donc j'ai marqué choix de médicaments, en fait j'aurais dû mettre choix de traitement, hein, parce que ce n'est pas uniquement un médicament, hein, je vous ai mis retrait de couvain mal plus de Varomède en nous par exemple. Donc on va commencer ici par les apiculteurs bio. Donc vous voyez qu'il y a 5 ou 6 possibilités différentes d'agir pour essayer de maîtriser le varroa pour les apiculteurs bio. Donc, ce n'est plus uniquement de dire on met un coup d'apidax et puis ça va se passer. Non, on va essayer soit de faire du retrait de couvain mâle qui, pour des bio, moi je trouve ça quand même très positif, ça permet de diminuer le nombre de traitements. Après, vous pouvez faire un ou deux passages de Varomède au mois d'août et éventuellement, après comptage donc, de l'acide oxalique si nécessaire en hiver. Donc là, en gros, ça vous fait un retrait de couvain mâle, 1 ou 2 Varomède à 8 jours d'intervalle au mois de fin août. Et si après vous faites des comptages et que vous n'avez pas de problème, vous laissez comme ça. Sinon, vous rajoutez de l'acide oxalique en hiver. Donc, on peut aussi faire une deuxième technique, faire un retrait de couvain mâle et avec de l'acide oxalique avec encagement de reine. Bon, là, ça demande déjà d'avoir des reines marquées et donc il faut une certaine technicité. Bon, maintenant, il y a des cages qui sont assez intéressantes hein, pour faire cet encagement de reine. J'en dirai un petit mot un peu plus loin. Donc, on peut aussi faire du retrait de couvain mâle, de l'Apilife VAR et de l'acide oxalique en hiver. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Ou tout simplement, Apilife VAR et acide oxalique en hiver. Les gens qui ne veulent pas faire de retrait, moi, je suis très favorable au retrait de couvain mâle, mais pour ceux qui ne veulent pas le faire, Apilife VAR et acide oxalique en hiver, c'est obligatoire de coupler les deux. Surtout, ne faites plus Apilife VAR seul. Donc, dans les commandes, moi, j'aimerais bien voir pour les gens qui commandent l'Apilife VAR hein, qu'ils aient en même temps de l'acide oxalique parce que sinon, on va droit à des comptages importants et des pertes de colonies ou des affaiblissements de colonies. Quoi. Et donc, c'est pas la faute du varroa, c'est la faute d'un mauvais traitement et d'une mauvaise adaptation du traitement. Donc, le Varomède, on peut l'utiliser plusieurs fois. Hein, j'ai dit jusqu'à 9 fois en comptant
l'hiver. Donc, le Varromed, on peut le faire une fois même en hiver et on peut le faire deux à trois fois au cours de l'été. Mais moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup de manipulation de ruches à chaque fois. Hein. Pour ouvrir ces ruches, vous mettez, vous ouvrez 8 jours après. Et donc, pour avoir une efficacité, et je vais vous montrer sur des courbes, on a une efficacité qui est quand même un peu moindre. On peut faire donc de l'acide oxalique avec encagement en septembre et de l'acide oxalique en hiver. Donc, la grande mode actuellement, c'est de faire de l'acide oxalique en septembre. Là. Donc, là aussi, c'est pour ça tout à l'heure, je disais un mot sur les produits avec AMM. Il y a des organisations professionnelles qui préconisent de mettre pendant 22 jours de l'acide oxalique avec du carton qui est trempé dans de l'acide oxalique. Et au bout de 21-22 jours, on retire et on remet encore pendant 22 jours. Donc, ça fait quand même un nombre conséquent, une quantité conséquente d'acide oxalique dans nos ruches. On peut faire des traitements thermiques, hein, on va en dire un petit mot par la suite. Quoi. Et donc, ces traitements thermiques, ils sont vraiment intéressants, moi je trouve, pour des gens qui sont en bio et donc qui veulent limiter au maximum les produits chimiques. Parce que quoi qu'on dise, les acides oxaliques et formiques, c'est de la chimie. Hein. Bon, de toute façon, dans la vie, tout est chimie et physique. Donc, le retrait de couvain mâle plus le traitement thermique, c'est aussi une autre solution. Et sinon, au total, on peut aussi faire 9 fois varomètre. Donc, vous voyez, vous avez 3, 6 et 3, 9 choix différents possibles. Alors, bon, moi, le dernier, 9 fois du varomètre, je ne vous recommande pas du tout. Donc, on peut recommander au niveau du GDSAIF, moi, c'est retrait de couvain mâle, Happy Life VAR et éventuellement de l'acide oxalique en hiver. Je crois qu'il ne faut pas systématiser l'acide oxalique en hiver. Après de la Life-VAR, moi je le conseillerais quand même, mais avec d'autres molécules pour les non-bio, on peut se passer d'acide oxalique systématiquement. On n'est pas obligé de faire une bithérapie, sauf pour Happy Life-VAR. Moi là, je conseille vraiment fortement de l'accompagner d'acide oxalique hors couvain. Et donc, la deuxième méthode aussi, c'est du retrait de couvain mâle, du varomède une fois et de l'acide oxalique en hiver. Mais quand je vous dis une fois, c'est à contrôler. Et les bio, ils doivent faire beaucoup plus que les autres des comptages parce qu'on a des produits qui sont un peu moins efficaces, hein, notamment Happy Life VAR et varomède, pareil, il faut répéter les traitements. Donc, pour les bio, on a ce qu'il faut. Hein. Jusqu'à présent, je pense, et en Alsace, il y a eu plusieurs fois des études qui ont été faites et qui ont montré que c'était les bio qui perdaient le plus de ruches à cause du varroa chaque année. Et en fait, c'est parce que les traitements étaient insuffisants. Donc, quand on est bio, on essaie de ne pas faire de traitement, on en fait le moins possible. Et parfois, c'est au détriment de la survie des colonies. Donc, là, vous voyez quand même une quantité importante hein, de choix possibles pour les bio. Et donc, chez les non-bio, hein, c'est un peu bizarre de parler des non-bio, mais bon, c'est tout le reste. Donc, on peut faire 2 à 3 retraits de couvain mâle au printemps et ensuite la pivard. Et là, j'insiste, pendant 12 semaines. Hein, au début, quand la MM est sortie, c'était 8 semaines. Et on s'est aperçu, et plus ça va, on voit que le principe actif, hein, la mitrase, sort lentement des bandes. Et donc, il en reste encore 100 mg à la fin sur 500 mg. Et donc, pour moi, je pense qu'il ne faut pas les mettre trop tôt. Donc, si on a des périodes favorables en fin d'année, si vous mettez 12 semaines, bon, en gros, ça vous fait 3 mois. Et donc, septembre, octobre, novembre, moi, ça me paraît vraiment intéressant. Donc, ça aussi, hein, c'est à chacun de voir. Et donc, s'il y a besoin, et je vais vous montrer après, on pourra éventuellement faire un traitement d'acide oxalique, varomède ou autre, juste avant. Ça permettra d'être beaucoup plus efficace.
Donc, on peut utiliser l'apivare après les récoltes, hein, comme ce qu'on fait la majorité des adhérents du GDS-AIF, et on fait des comptages, et s'il y a besoin, on fait de l'acide oxalique fin décembre hors couvain. Et donc, nous, dans nos régions, on a quand même régulièrement des périodes hors couvain, et moi, personnellement, je constate depuis 3-4 ans des ruptures de ponte dès fin août, début septembre. Et donc, quand vous mettez vos lanières à ce moment-là, bah, vous bénéficiez justement d'une quantité de varroa un peu moindre parce que vous avez une rupture de ponte et donc moins de développement de varroa. Donc ça aussi, c'est quelque chose, hein, on parle toujours de visite de printemps et d'automne, et la visite de fin août après les récoltes, moi, me paraît intéressante pour voir à quel moment et s'il y a besoin de mettre un apivare ou éventuellement un traitement varomède ou acide oxalique avant de mettre l'apivare. Et donc, c'est une technique qui est vraiment très, très efficace. Le retrait de couvain mâle, il peut aussi se faire avec du varomède en flash et donc l'apivare juste derrière. Donc, retrait de couvain mâle, vous pouvez en faire 2 au printemps. Vous faites un traitement varomède en flash si vous avez fait du comptage et que vous avez beaucoup de varroa. Et donc là, vous mettez 8 jours après vos apivars en place, hein. Et donc là, vous avez une efficacité qui est bien, bien supérieure de l'apivar. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien ancrer dans les esprits, d'essayer d'utiliser l'apivare au mieux et non pas en disant bah, il y a une très forte infestation avec l'apivare, je vais m'en débarrasser. Non, parfois il faut l'associer à autre chose. Mais surtout pas les faire le même jour, hein. Si vous mettez un coup d'acide oxalique et vous mettez de l'apivare le même jour, c'est pas recommandé du tout, hein. Et en plus, on risque, s'il y a les produits qui tombent sur les lanières, on va avoir des conséquences sur les lanières. Donc, c'est quand même un peu agressif, hein, l'acide oxalique. Enfin, on peut faire le retrait de couvain mâle plus de l'acide oxalique en septembre pour ceux qui veulent faire de l'encagement de rennes, hein, et ça, c'est particulièrement efficace. Les Italiens le font depuis longtemps, mais c'est quand même un peu de travail. Et on a au début, ils avaient jusqu'à 50% de perte de rennes, les Italiens, en faisant ceci. Maintenant, bah, il faut quand même être éleveur de rennes, parce que quand on fait de l'encagement de rennes, on a toujours 4, 5 ou peut aller jusqu'à 10% de perte de rennes. Donc, c'est comme tout, hein, ça demande à être bien maîtrisé, mais les gens qui le font disent oui, oui, ça marche très bien. Et puis, quand vous interrogez un peu plus longuement, ils vous disent oui, bon, on a un peu de perte de rennes. Donc, il faut avoir de quoi les remplacer. Et au mois de septembre, c'est pas toujours évident d'en trouver. On peut aussi faire du varomède en flash au printemps, hein. Vous faites un comptage au printemps parce que quand vous avez fait vous n'avez pas fait de traitement d'hiver, par exemple à l'acide oxalique, et là, le varomède en flash au printemps vous permet comme ça de faire redémarrer une saison avec une quantité de varroa plus faible. Et donc là, vous aurez une efficacité bien meilleure de l'apivare que vous utiliserez après la récolte. Et là aussi, un nouveau comptage vous permet de savoir s'il faut faire de l'acide oxalique en hiver. Les divisions au printemps, hein, les divisions, c'est vraiment quelque chose d'important pour faire baisser vous diminuez la quantité de couvain dans la ruche et dans vos colonies, et donc vous faites baisser la quantité de varroa, c'est divisé par 2 automatiquement. Et donc, après, ça vous permet de voir s'il y a encore besoin d'acide oxalique en hiver ou pas. Donc, toutes ces techniques, hein, et je vous ai mis plus ou moins, donc, vous avez des possibilités quand même qui sont hyper variées. Et donc, essayons de ne pas nous limiter, hein, à faire du traitement. Je mets mes lanières d'apivare, point, et j'attends l'année suivante. Non, on fait des comptages et on essaie de réfléchir. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse de plus en plus de retrait de couvain mâle, mais il y a des gens qui sont réfractaires, on ne les fera pas changer d'avis. Mais en dehors de ça, on peut mettre de l'apivare avec éventuellement un traitement flash après et de l'acide oxalique en hiver s'il y a besoin. Mais comme
J'insiste, ce n'est pas du systématique. Autrefois, sur tous les animaux, on vermifugeait les animaux très régulièrement, 4, 5 fois par an. Ça coûtait une fortune. Et maintenant, on s'aperçoit que non, il y aura toujours de toute façon du varroa. Donc, il faut vivre avec. Ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait une quantité la plus faible possible pour que ça impacte le moins possible nos colonies. Donc, le bon de commande du GDSAIF, on va le mettre cette semaine en ligne. Là, je lance un appel à Alain qui va nous faire ça. On a préparé les bons de commande. Et donc, après cette réunion de ce soir, j'espère que vous serez capable de bien voir un petit peu quelle sera votre stratégie de lutte, soit une monothérapie, un seul traitement. Je pense qu'on est de plus en plus vers des bithérapies, mais les bithérapies, c'est à la fois du retrait de couvain mâle et puis un traitement chimique, ou une trithérapie, comme je l'ai indiqué parfois, donc un retrait de couvain mâle, un apivar ou autre, un apilifer, et puis éventuellement de l'acide oxalique s'il y a besoin plus tard. Donc tout ça, vous allez me dire, je vous ai un peu tout mélanger maintenant, ça vous paraissait simple avant, et puis maintenant, quel va être le meilleur traitement à choisir? Non, il y a possibilité, et je pense que c'est la seule façon de faire avancer la lutte contre varroa, c'est d'essayer d'être le plus efficace possible en sachant ce qu'on fait et ce que les traitements ont donné comme résultat. Et à partir de là, bon, au bout de quelques années quand même de pratique, vous avez déjà une certaine expérience. Et donc, vous devez être capable de choisir la meilleure solution, mais il faut aussi savoir se remettre en cause. Dans tous les métiers, on a tendance à ronronner. Et donc, il faut essayer d'améliorer un petit peu la situation parce que varroa, ça reste 80% des pertes en apiculture, c'est dû à varroa. Donc, c'est souvent associé à d'autres choses, comme je vous ai dit tout au début, mais ça reste quand même notre ennemi numéro un. L'acide oxalique, donc il y a des petites choses à bien savoir. Donc, il faut garder la solution tiède. L'oxybi, il peut se garder 1 an au froid, donc il faut le mettre au frigo. Donc, c'est toujours embêtant de mettre au frigo avec des produits qu'on consomme, même s'il est bien enfermé. Donc, moi, je recommande de le mettre dans un sachet plastique hermétique s'il y a besoin. Mais pour les gens qui hésitent, parce qu'on peut faire plus de 30 ruches avec 1 litre d'oxybi, donc il est intéressant quand même de le garder. L'apibioxal, là aussi, j'ai regardé aujourd'hui, on peut l'utiliser comment on appelle ça, en sublimation, on y reviendra ensuite tout à l'heure. J'ai vu qu'il était autorisé en sublimation parce que tous les gens utilisent en sublimation de l'acide oxalique, soit officinal ou acheté dans les grandes surfaces, ce qui est formellement interdit et dangereux parce qu'on sait que ces produits-là ne sont pas dosé, et donc pour la santé des gens, utiliser plutôt de la pipioxale. Et j'ai vu qu'il y avait un appareil de sublimation qui évitait d'avoir la caramélisation, et donc il y a des possibilités quand même, et on verra qu'il y a encore des grosses discussions sur la sublimation, qui est une technique quand même plus facile à utiliser, mais on recommande parfois deux sublimations et 2 applications d'acide oxalique en dégouttement en hiver. Moi, ça me paraît beaucoup de faire 3 ou 4 interventions. Je pense qu'une bonne utilisation, une fois d'acide oxalique en hiver, me paraît suffisante. Mais les professionnels, les ADA, travaillent beaucoup là-dessus. Et je pense que les Suisses ont essayé de faire des études pour montrer que ça n'était pas très, très bon pour les abeilles. Et les résultats trouvés par les Suisses ne correspondent pas aux résultats de l'ITSA. Donc là aussi, soyons prudents. Il y a eu 2 études coup sur coup en Suisse qui ont infirmé des études des professionnels français. Donc, les acides donc, ont des effets immédiats importants. Vous allez voir sur les courbes, on a une descente qui est très brutale, alors qu'avec de la PIVAR, on a une descente qui est beaucoup moins rapide. Mais plus c'est rapide, plus la réinfestation est importante. On a utilisé pendant quelques années, on en a vendu comment s'appelait, du max. C'était de l'acide formique, et en fait, c'était très efficace. Mais par contre, la réinfestation était très précoce, quoi. Donc, c'est bien, mais s'il faut traiter souvent, et maintenant on n'utilise plus le max parce qu'avec
les températures qu'on a en été, souvent, elles sont très élevées, donc on a des diffusions d'acide formique trop fortes, et donc ça fait fuir les colonies ou ça détruit certaines colonies. Et donc là, il y a un nouveau produit qui est sorti de Formic Pro, on ne l'a pas référencé parce que les gens qui utilisaient le Max ne veulent pas l'utiliser, vu les déboires qu'ils ont eus les dernières années. Donc, avec le Varomède, on n'a pas cet inconvénient-là. Hein, les doses sont quand même plus faibles. Et donc, mais pareil, hein, le Varomède, il ne faut pas l'utiliser quand on a une température supérieure à 29 degrés. Et donc, ça, c'est vraiment ces éléments de température, c'est toujours à utiliser vraiment de façon bien suivie parce que ça peut causer des pertes importantes. Donc, la suite du bon de commande. Donc, un petit mot quand même sur Varromen. Hein, ce que je dis, on a longuement hésité à le mettre, à le référencer. Moi, j'ai voulu qu'il soit référencé parce qu'il y a trop de gens qui l'achètent dans la nature, hein, surtout sur Internet, et donc c'est utilisé n'importe comment. Hein, l'avantage des GDS, c'est qu'on a des gens compétents. On a notre vétérinaire, là, Odile, qui est là, et donc qui s'occupe de tout cela. Et donc, vous êtes entouré par des gens qui vous donnent tous les meilleurs conseils. Vous allez acheter en pharmacie, ben, le pharmacien, il ne connaît rien à l'apiculture, il vous vend le produit, point. Donc, c'est quand même intéressant d'adhérer au GDSAIF pour toutes ces choses-là. Donc, avec les médicaments à action flash, donc je viens de vous le dire, on a une recontamination qui est rapide. Et donc, si vous êtes obligé de faire jusqu'à 9 traitements par an, c'est un coût élevé. En hiver, donc, on peut utiliser le Varomède une fois hors couvain. Donc, ça, vous l'utilisez comme de l'apibioxal ou du d'Oxybi. Moi, personnellement, je préfère l'Oxybi ou l'apibioxal, je pense qu'ils sont un peu mieux dosés. Mais si vous avez acheté un traitement au Varomède, si vous l'avez utilisé une fois dans l'année et que vous voulez l'utiliser en hiver, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un flacon de 555 millilitres et on utilise en fonction de la quantité d'abeilles présentes entre 15 et 45 millilitres par colonie. Donc, en une fois, hein, en hiver, et 15 millilitres pour des colonies de 7000 abeilles. Bon, c'est en gros, hein, on ne compte pas 12 abeilles, mais 15 à 30 si on a 12 000 abeilles, et puis 45 si on a tous les cadres qui sont occupés. Donc, ça, en hiver, en général, ça ne va pas dépasser 30 ml. Donc, on agite bien avant emploi. Là aussi, c'est un produit qui a tendance à déposer, donc il faut bien l'agiter. Avant, on versait comme ça, il n'y avait pas de doseur. Et maintenant, avec le doseur, ça permet quand même d'être plus précis. Et avant, les doses étaient quand même beaucoup trop importantes parce qu'on appuyait sur le flacon, on mettait une giclée et on ne savait pas du tout ce qu'on avait mis dans la ruche. Donc, au printemps, il est possible de faire 1 à 3 applications. Hein. Ça, c'est ce qui est recommandé par le vendeur. Et en fin d'été, on peut faire aussi 3 à 5 applications. Donc, si vous rajoutez l'application d'hiver, vous voyez, vous pouvez arriver à 9 applications par an. Donc, moi, là, je ne suis pas du tout d'accord. Et je pense qu'un traitement flash, une fois éventuellement avant Apivars, si vraiment on a beaucoup 8 jours avant Apivars, si on a beaucoup de varroa. Et ensuite, on peut faire un traitement annuel classique avec Apivars ou un autre. Donc, pour moi, comme c'est un produit nouveau que vous ne connaissez pas, j'insiste sur ce produit. Ça n'est pas la panacée. Hein. Il y a les gens qui le vendent nous affirment que c'est formidable. Il y a eu des tests de fait à la FNOSAD. Il y avait une certaine efficacité, mais c'était quand même moins efficace que d'autres médicaments. Donc, je pense que c'est une roue de secours. Et donc, ça nous permet comme ça de faire baisser. Et peut-être qu'en avoir un flacon chez soi, ça peut être utile. Mais si vous avez de l'oxyde oxalique par ailleurs, ce n'est pas nécessaire. Hein. C'est de l'acide oxalique et de l'acide formique. Et donc, soit vous commandez de l'oxybi ou de l'apibioxal, ou soit, si vous voulez faire ces traitements flash, vous pouvez avoir un flacon de Varomède. Et pour les bios qui veulent absolument utiliser le Varomède, pas de problème. Là, ils peuvent l'utiliser, comme j'ai indiqué tout à l'heure, plusieurs fois par an. Hein, et on mettra ce diaporama, je pense qu'on le mettra sur le site, comme ça vous pouvez retrouver les données qui y sont mises.
Donc, un petit mot sur l'Apivard. Donc, l'Apivard, c'est le médicament le plus utilisé, hein. Les pros, ils ne jurent que par cela. Donc, il y a des gens qui ont 1000 ruches qui n'utilisent que de l'Apivard depuis plusieurs années. Donc, on accuse beaucoup les résistances, mais il y a des pros qui faisaient systématiquement avant de l'acide oxalique hors couvain là, en fin décembre et qui, après comptage, ne sont plus obligés de le faire. Donc, ça reste quand même efficace, mais à condition de ne pas faire comme de plus en plus de pros, malheureusement, font, c'est de laisser les lanières trop longtemps. Et donc, on a cet arrêt de ponte qu'on voit de plus en plus en région parisienne maintenant, fin août, début septembre. Et donc là, c'est d'autant plus efficace si vous avez cet arrêt de ponte. Et donc, ce n'est pas la peine de stimuler trop vite vos abeilles pour que la reine reponde, hein. Donc, le nourrissement, c'est une bonne chose, c'est parfois nécessaire. Et puis là, au mois de septembre-octobre, on va avoir nos abeilles d'hiver qui vont arriver. Donc, il faudra que la reine se remette quand même à pondre. Mais fin août, un arrêt de ponte pendant 3 semaines, un mois, c'est pas forcément mauvais. Et je pense que l'efficacité de l'apivard en sera d'autant meilleure. Et ça, il faut le vérifier, hein. Il faut ouvrir les ruches pour savoir ce qui se passe. Donc, les placer au bon endroit dans la ruche, là aussi, on voit trop souvent. Bon, moi, quand je les enlève, je me suis aperçu cette année qu'il y avait une lanière, par exemple, qui n'était plus au bon endroit. Et donc, les grappes, après, elles peuvent bouger. Donc, au bout d'un mois, normalement, on dit de regarder, de les bouger éventuellement, de les dépropoliser s'il y a besoin. Et un autre point aussi, éviter de les garder en voiture. Il y a un pro à qui c'est arrivé, ça, et il a voulu attaquer le labo parce qu'il y avait une perte d'efficacité de ces lanières cette année-là. Et en fait, il avait gardé pendant 8 jours ces lanières en voiture. Et donc, quand il vous fait 50-60 degrés en voiture, les lanières, elles ont beau être enveloppées dans des sachets d'aluminium, il y a une partie quand même qui s'évapore. Quand vous ouvrez, vous avez une bonne partie d'amitrase qui sort, hein. À l'odeur, déjà, vous repérez, hein, même sans que ce soit au chaud. Et donc, ça, c'est un petit point, je pense, auquel il faut faire attention. On ne prend les lanières qu'au dernier moment, au moment où on veut les mettre, et on ne les garde pas une journée en voiture si possible, ou sinon, il faut avoir une poche de froid ou quelque chose pour les maintenir à température quand même assez correcte, hein. Donc, à moins de 30 degrés, c'est indispensable. On met 2 bandes par ruche, là aussi, ça vous paraît évident, mais on voit des gens qui découpent les lanières en long, qui mettent une seule bande, c'est quand même beaucoup plus économique, mais là aussi, on crée des résistances. Bien les descendre dans les cadres, il ne faut pas les mettre au-dessus des cadres, hein, ça se voit aussi. Donc, ce sont des choses toutes bêtes, et en fait, quand on fait des visites, on voit parfois vraiment des lanières qui ne sont pas utilisées du tout selon le protocole désiré, quoi. Donc, on peut les dépropoliser s'il y a besoin. Moi, je ne le fais pas en général. Je trouve qu'elles ne sont pas très propolisées. On récupère les lanières usagées, vous nous les rapportez, je vous l'ai dit au début. Le problème de l'alternance avec Apistan, on en a parlé, je n'y reviens pas, donc moi je ne suis pas trop favorable, mais peut-être que dans 1 an ou 2, pour ceux qui le désirent, on pourra proposer comme ça du tofluvalinate pour ceux qui le désirent, mais en général, c'est 300-400 lanières par rapport aux 2400 qu'on fait avec Apiva. Et donc, préférer les bithérapies avec les acides oxaliques, hein, donc oxybi et apibioxal, ou le retrait de couvain mâle. Donc, Apivar seul, non. Je pense qu'il faut, comme beaucoup maintenant, il faut essayer de l'associer, si possible avec un traitement biotechnique, quoi, qui ne nécessite pas, même si c'est des acides hein, qui passent en bio, moi je n'aime pas trop les acides, hein, je regrette. Et donc on peut essayer de faire du retrait de couvain mâle. Et donc ceux qui ne veulent pas faire ça, ben, utiliseront les acides oxaliques. Et j'ai mis en dernier, Apivar est plus efficace si le taux d'infestation a été limité par un retrait de couvain ou en présence d'un arrêt de ponte ou après un traitement flash. Et donc, c'est ce qu'on voit, je ne sais pas si c'est dans... Voilà, c'est cette diapo-là. Donc ici, vous avez la courbe noire forte, là, c'est une courbe de Varroa, et donc vous avez le traitement à la pointe, hein, vous avez le traitement de mise en place des lanières d'Apivar qui a été mis.
Et avec la petite courbe à trois pics, là, ça, c'est un traitement, bon, on ne peut pas dire le nom normalement, mais bon, vous avez compris ce que j'ai dit auparavant. Et donc, ce sont des traitements flash. Hein, et donc, vous voyez que là, la descente est verticale, alors qu'avec la Pivart, on a une descente progressive. Et donc là, vous avez une descente pendant 3-4 jours, et après, vous avez une remontée progressive. Et donc, au bout d'un moment, bah, vous refaites un deuxième traitement un mois plus tard, et là, vous avez une descente qui est plus importante encore, parce qu'il y a plus de varroa, mais vous avez à nouveau une remontée. Et donc, au total, vous vous retrouvez à la fin, après 3 traitements flash, avec une quantité de varroa qui est quand même nettement plus importante que si vous aviez utilisé de la Pivart. Et donc ici, si vous prenez un traitement combiné, donc vous faites votre premier traitement, ici par exemple, bon là c'est un petit peu tôt, celui qui a été mis, mais on pourrait le faire un petit peu plus tard, avant le sommet de la courbe, si possible. Donc là, vous faites un traitement flash, vous allez rebaisser, et 8 jours après, vous faites votre traitement d'Apivart, et là, vous aurez une efficacité bien meilleure, et votre courbe, elle descendra encore bien plus bas que la courbe noire foncée, elle descendra bien plus bas que celle qu'on voit actuellement. Et donc, moi, je vois l'intérêt d'un traitement flash avant de l'Apivart. Bon, évidemment, ce n'est pas la peine de le faire si vous n'avez pas beaucoup de varroa, mais il n'y a pas beaucoup de ruches qui n'ont pas quand même une quantité importante de varroa après les récoltes. Et donc, éventuellement, faire ce traitement flash qui n'est pas du tout nécessaire si vous avez fait du retrait de couvain mâle au printemps. Hein. Mais pour ceux qui n'ont rien fait et qui arrivent là avec une quantité de varroa importante, un traitement flash, ça va renforcer l'action d'Apivart. Donc, moi, c'est un message que je veux faire passer ce soir, c'est que pour avoir des traitements qui soient efficaces, il faut qu'il y ait une courbe d'infestation qui ne soit pas trop haute. Et donc, ce traitement, ça permet, parfois le traitement flash comme ça permet de partir plus bas. Et si vous avez fait un retrait de couvain mâle au printemps, c'est pareil. Vous aurez une courbe qui sera beaucoup moins pointue. Et donc, quand vous mettrez votre Apivart, la pointe sera beaucoup plus basse. Donc, vous aurez une quantité de varroa plus faible et donc une efficacité qui sera bien, bien meilleure. Donc, les traitements à l'acide oxalique, donc, je vous ai dit, pas d'obligation de le faire systématiquement. Donc, c'est un traitement qui est plutôt hivernal. Bon, on a vu qu'on peut en faire avec l'encagement de rennes à d'autres périodes, ou on peut le faire même si vous avez cette période de rupture de ponte, vous pouvez le faire fin août, début septembre, et donc ça vous permettra après d'avoir comme ça des quantités d'abeilles en quantité plus importante en fonction de ce que je vous ai expliqué tout au début. Et donc, vous avez des abeilles d'hiver, parce que ce qui est important, c'est d'avoir des abeilles d'hiver qui ne soient pas parasitées dès le départ. Quoi. Et donc là, vous avez des corps gras qui ne seront pas suffisamment importants et donc des difficultés à passer l'hiver. Et surtout, pensez aux réinfestations. Ça aussi, c'est un autre message que je veux faire passer. On a de plus en plus de réinfestations parce qu'on a de belles arrière-saisons. Donc, c'est bien d'avoir de la nourriture en arrière-saison et notamment avec toutes les intercultures. Les gens mettent maintenant des mélanges de fleurs ou du sarrasin, de la facélie, il y a de la moutarde, etc. Et donc, c'est quand même des apports intéressants en fin d'année. Par contre, c'est une rentrée de varroa importante tous les jours dans nos ruches. Et les gens ils nous disent, votre traitement, il n'a pas été efficace, il y a des résistances, alors que non, c'est une réinfestation. Et donc ça, il faut. Le but, c'est d'arriver en sortie d'hiver avec une absence de varroa phorétique. Si on fait des comptages, moi je préconise pas de faire des comptages de varroa phorétique au printemps. Je trouve ça dommage d'aller risquer de prendre une raide. Mais avec des comptages sur l'ange, vous pouvez vous apercevoir s'il y a quand même du varroa ou pas. Et s'il y a des chutes naturelles, il y a forcément des varroa phorétiques. Donc, est-ce qu'il faut traiter systématiquement en hiver? Ça, c'est une vaste question. Il y a du pour et du contre. Moi, personnellement, je pense qu'il faut éviter la systématisation.
hein. Autant je suis un peu favorable aux méthodes biotechniques beaucoup plus fréquentes, autant sur les traitements chimiques, il faut quand même essayer de les limiter. Donc, si on peut avoir un seul traitement chimique, c'est parfait. Si on est obligé de faire un traitement d'acide oxalique derrière, essayons de bien le faire au bon moment, donc avec une période hors couvain. Et donc là, actuellement, il y a des gens qui traitent l'acide oxalique. Même s'il fait 5-6 degrés, il est possible de traiter. Ce qu'il faut, c'est être à plusieurs. Il y en a un qui ouvre, un qui traite et un qui referme. Et là, même par temps froid, vous n'avez aucun problème. Après, et la reine est au milieu de la grappe et tout, vous n'avez aucun danger de l'attaquer. Et donc, c'est bon. Après, il faut quand même bien le répartir. Il ne faut pas vouloir non plus celui qui applique le produit avec la seringue. Il faut vraiment le répartir sur toute la longueur de la grappe, et non pas le mettre tout au même endroit sur quelques abeilles. La répartition sera moins bonne après. Donc, ce sont des petits points, mais qui sont essentiels à la réussite. Donc, un traitement d'acide oxalique flash, donc je reviens, j'insiste, donc hors couvain. Donc là, je vous mets des préconisations qui ont été faites par les professionnels. Donc en hiver, 1 à 2 fois de l'AO en sublimation. Alors l'AO en sublimation, je vous ai dit maintenant, Apibioxal est autorisé en sublimation. Simplement, on n'a pas les appareils. Bon, j'ai vu qu'il y avait un appareil qui utilise, je ne sais plus, c'est un alcool, je crois, pour diluer l'acide, enfin, qui passe pour envoyer l'acide oxalique, et donc il n'y a plus de caramélisation parce que c'était le problème. Mais tous les gens jusqu'à présent utilisent des produits interdits hors AMM, et donc on ne peut pas faire de sublimation si on n'a pas les produits autorisés. Donc, on peut faire aussi en hiver du dégouttement. Et donc là, pareil, les pros, ils disent qu'il faut en faire 2 fois. Enfin, l'ITSAP aussi, étudier ça. Moi, je ne comprends pas trop, alors que les pays étrangers préconisent 1 fois de l'acide oxalique en hiver. Moi, ça me paraît bien suffisant. Et donc, si on est obligé d'en faire plusieurs fois, c'est que notre traitement précédent n'a pas été efficace. Donc, c'est peut-être là où il faut revoir les choses plutôt que de systématiser 2 fois d'acide oxalique. Et donc, en saison, donc, on peut faire 2 fois de l'acide oxalique en sublimation, c'est ce qui est préconisé. Donc, je vous mets toujours point d'interrogation parce que par apibioxal, on n'a rien pour faire ça. 2 dégouttements, alors que normalement, un dégouttement devrait être suffisant. Donc, vous voyez, il y a une polémique actuellement là-dessus, et où on peut faire une sublimation et un dégouttement 3-4 jours après. Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire 2 traitements. Si on fait bien un traitement en dégouttement, on peut être efficace. Si on arrive à avoir les appareils pour faire de la sublimation avec de la pibioxal, il n'y a pas de problème. On pourra la faire. Donc, ne nous compliquons pas la vie. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, il y a des gens qui essayent et qui utilisent et qui font des formations pour utiliser de l'acide oxalique pendant 21 jours avec des cartons trempés dans de l'acide oxalique. Moi, je dis c'est un scandale, c'est pas autorisé, et 2 fois 21 jours d'acide oxalique, c'est pas très bon pour nos colonies. Et surtout, même si ils insistent auprès de la DGAL, mais la DGAL ne cédera jamais parce que c'est une législation européenne. De toute façon, on vend du miel et donc on ne peut pas se permettre de mettre des produits hors autorisation de mise sur le marché. Donc là, c'est en tant que vétérinaire je parle, mais c'est quand même le bon sens qui doit, nos enfants, nos petits-enfants mangent du miel, et donc on doit préserver leur santé à tout prix. Et c'est valable aussi pour les autres molécules qu'on utilise. Et donc, en période avec du couvain, donc en hiver, ils préconisent d'utiliser de l'acide oxalique en période de couvain. Donc, dans les régions du sud, c'est quand même ce qui arrive. Et donc, on a une efficacité réduite ou aucune efficacité quand c'est en saison. En hiver, on a quand même moins, même s'il y a du couvain, il y en a quand même un peu moins. Et donc, traiter avec du couvain, c'est quand même pas le sens avec l'acide oxalique. Donc, quand vous traitez au varromen, par exemple, vous avez de l'acide formique et de l'acide oxalique. Et c'est pour ça que moi, je n'étais pas trop favorable à cette utilisation, parce que vous traitez une période où
hein, vous n'avez pas forcément une très forte efficacité de l'acide formique. L'acide formique, quand il est volatile, hein, il pénètre à travers les opercules. Sinon, il pénètre peu quand même, et donc c'est ce qui explique qu'on n'a pas une efficacité extraordinaire quand même de ce produit, et c'est pour ça qu'il faut répéter les traitements. Et donc, je pense qu'il faut le réserver à une utilisation flash à un moment donné. On baisse comme ça brutalement les quantités de varroa sans. Hein, il en restera quand même encore dans le couvain, mais ça permet après de mettre un deuxième traitement derrière. Donc, le traitement hivernal, donc là aussi, hein, je répète, donc pourquoi il faut profiter de l'arrêt de ponte et de l'absence de couvain. Nous, dans nos régions, on a quand même systématiquement, bon, il y aura peut-être une année exceptionnelle un jour, mais nos hivers, quand même, la température arrive à descendre et on n'a pas de risque d'avoir du couvain en permanence, quoi. Donc, les risques avec l'acide oxalique, c'est toujours des pertes de renne, hein, ça, il y a des gens qui vous disent non, ça n'arrive pas. Si, c'est bien présent. Les conditions d'application, donc c'est une absence totale de couvain. Donc, quand on le fait au mois de septembre, ben, il faut, s'il reste un peu de couvain, il ne faut pas hésiter à griffer les opercules. Et donc, là, ça nous permettra d'être beaucoup plus efficace, quoi. Donc, vous avez une rupture de ponte, il vous reste un petit peu de couvain, vous griffez les opercules, et là, vous pouvez utiliser votre acide oxalique, hein, soit apibioxal ou oxybi, et donc vous serez particulièrement efficace. Donc là aussi, hein, c'est pas, on ne met pas de l'acide oxalique comme ça sans regarder, on essaye de réfléchir un petit peu pour l'utiliser. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop compliqué la vie ce soir avec toutes ces informations, parce que c'est vrai qu'il faut essayer de traiter au mieux ce qu'on ne fait pas toujours. Et j'ai mis quand même par précaution gants et lunettes obligatoires. Ce sont des acides, ne mettez pas ça dans les yeux, ça brûle, ni sur vos muqueuses. Et donc, c'est à utiliser quand même, à faire attention, à utiliser tiède, hein, pour une bonne répartition. Donc, avoir quand même des bouteilles d'eau tiède et placer les solutions contre, donc pour avoir quelque chose qui sera bien efficace. Donc l'encagement de renne, je ne vais pas vous expliquer, hein, l'encagement de renne ce soir, hein, on n'a pas le temps de ça. Ça, vous le retrouverez dans le diaporama. Donc il faut le faire pendant 24 jours. Il y a des cages spéciales qui sont bien étudiées. On n'a pas d'effet secondaire. On a des jeunes rennes qui pondent plus vite quand elles ont été encagées, donc ça redémarre plus rapidement. C'est une technique quand même où il faut que les rennes soient marquées, donc tout le monde ne le fait pas. Et donc, c'est quand même une technique intéressante. Donc là, vous aurez les photos de différents types de cages de rennes. Et donc, ici, pour revenir aux bithérapies, hein, donc, une double intervention. Donc, vous faites votre fin des récoltes, vous mettez votre apivare et ce qu'on faisait jusqu'à présent, et vous refaites un comptage. Et s'il y a besoin, vous mettez de l'acide oxalique hors couvain, donc fin décembre, début janvier. Donc, ça, hein, c'est le plus simple. Donc, ça, vous comprenez bien. Et donc, ça peut être comme j'ai dit tout à l'heure, avec un traitement flash qui intervient avant la bande bleue verticale. Donc, vous faites un traitement flash d'acide oxalique, soit Varomède ou même Oxybi, hein, ou Apibioxal. Donc, ça vous permet de baisser de façon conséquente le nombre brutalement de varroa. Et donc là-dessus, votre apivare sera doublement efficace puisqu'on aura une coupe qui sera plus basse. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir maintenant, hein. Tout le monde achète Apivare, point. Il peut être intéressant d'avoir un traitement en réserve au cas où. Et donc, moi, je n'ai pas ce problème-là parce que je fais du retrait de couvain mal au printemps. Mais si vous faites un comptage après vos récoltes et que vous voyez qu'il y a beaucoup de varroa, bah, si vous voulez que votre apivare il soit d'autant plus efficace, vous pouvez faire un traitement flash, hein, d'acide oxalique à ce moment-là. Donc, destruction du couvain operculé, ben, je vous montre un petit peu comment ça se passe.
Et donc, un petit mot, bon, je n'ai pas regardé ma montre. Ah oui, il est quand même 9h20, donc il va falloir que j'accélère un peu. Juste quelques photos hein, sur le traitement thermique, hein, très utilisé en Autriche et en Slovaquie. En France, il y a même un apiculteur qui a 250 ruches qui l'utilise. Il y en a deux ou trois, même dans le 95, hein, qui en ont. Le GDSA 91 a acheté un appareil, je crois. Et donc, on a mis les températures. Donc, c'est un peu de travail parce qu'il faut enlever toutes les abeilles des cadres operculés. Il faut mettre les cadres operculés dans cet appareil qui peut contenir, je crois, une vingtaine de cadres et on laisse ça pendant 2 heures, donc entre 42 et 44 degrés. Donc, c'est un traitement qui est efficace, mais qu'il faut répéter et qui a l'avantage de ne pas amener de produits chimiques dans les ruches. Donc, pour des bios, je pense que c'est intéressant ou des gens qui veulent travailler vraiment sans chimie. Donc, le traitement de la varroose, hein, donc je vous ai mis ici quelques photos. Bon, le max, il n'existe plus, mais pour le reste, vous voyez l'Apilife var, là, donc les petites bandelettes qu'on met au-dessus des cadres. Et là, parfois, il y a des gens qui nous achètent un sachet. Donc, maintenant, on le vend par 2 sachets pour être sûr que les gens en mettent quand même au moins 2 fois. Et l'idéal, c'est d'en mettre 4 fois à 7 jours d'intervalle. Donc ça aussi, hein, c'est un produit qui est peu efficace, bon, qui est à base d'huile essentielle, de plusieurs, il y a 4 molécules. Et donc, j'ai mis de l'associé avec l'acide oxalique, hein, parce que si on le met tout seul, on a vraiment une efficacité qui est insuffisante. Et après, les autres produits qu'on a mis dans le bon de commande, donc Apivar, le Varomède, donc je vous ai expliqué en long et en large, l'Apilife-var, je viens de vous en parler, l'Oxybi et donc l'Apibioxal. Donc, ces deux produits-là hein, sont disponibles et on voit que les ventes augmentent d'année en année. Hein, depuis 3 ou 4 ans, on les a référencés. Et donc, je pense qu'il faudrait cette année, normalement, pareil, vous devriez en commander plus parce que je crois que c'est vraiment des molécules intéressantes pour accroître l'efficacité de nos traitements, quoi. Donc, remplir le bon de commande, tout à l'heure, je donnerai la parole à Hubert Nanta qui vous dira peut-être un petit mot hein, sur la façon de commander. Donc, commande sur le site ou commande papier. Donc, si vous pouvez faire sur le site, c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde. Mais bon, il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser le site et qui commandent papier. Donc, bien vérifier vos chèques, vos totaux, prévoir le nombre de colonies parce qu'on a trop de gens qui nous disent arriver au mois de juillet, mais je n'avais pas prévu que j'allais avoir 5 essaims supplémentaires, etc. Donc, prenez quand même une marge si possible. Et puis, une deuxième commande au mois de mai en général. Donc, on ne devrait plus avoir ces gens qui nous commandent au mois de septembre, octobre. Il y a beaucoup de GDSA qui refusent. Moi, je trouve qu'il faut essayer de favoriser quand même les traitements, mais bon, je ne devrais pas le dire. Il faut quand même simplifier le travail de nos bénévoles hein, qui s'occupent des rentrées des commandes. C'est un gros travail et donc j'en profite pour les remercier et donc faciliter leur la tâche en faisant vos commandes au mois de février. Donc d'ici, je pense que ça va commencer le 17-18 janvier jusqu'au 15 février. Et ensuite, c'est plutôt réservé aux pros, la deuxième commande. Hein, les pros attendent de voir le nombre de dessins qu'ils vont avoir. Et donc, au mois de mai, souvent, c'est plus les pros qui passent les commandes. Mais donc, on aimerait bien que vous fassiez un maximum de commandes dès maintenant, avant le 15 février. Donc, les différents produits, hein, je vous ai réexpliqué pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, Apivar, un sachet pour 5 ruches. Apilife var, 2 sachets de 2 plaquettes par ruche. Oxybi, donc c'est un flacon pour une trentaine de ruches. Donc, celui-là, quand il est entamé, il peut se garder pendant 1 an. Donc, c'est intéressant. L'apibioxal, donc pareil, après, il faudrait arriver à le séparer. Si vous avez que 5 ruches, il faudrait le séparer en 2 et donc bien garder hermétiquement. L'apibioxal, 175 grammes. Le Varomède, donc là, c'est la première année qu'on va en faire. Donc, on va le commander à une centrale d'achat vétérinaire. Et donc, il sera au prix, je crois, de 26 euros. Donc, tous nos produits sont à prix coûtant. Hein, et donc là, avec les commandes groupées qu'on fait,
on arrive à avoir 12% de remise sur la pinard, par exemple. Donc, ça nous permet quand même d'avoir des prix hyper compétitifs. Mais je dis toujours, moi, ce n'est pas le prix qui doit déterminer les commandes, hein, c'est vraiment tout ce que je vous ai expliqué, hein, votre intérêt, votre vision des choses, si vous voulez utiliser des méthodes biotechniques et puis un traitement chimique. Et donc, c'est à vous à faire hein, avec ce que je vous ai dit, à faire le bon choix. Donc, un petit rappel, les commandes, la délivrance, donc, il se fera lors de l'Assemblée générale à Trappes de 9h à 14h lors de l'Assemblée générale, hein. On aura aussi des ateliers comme chaque année. Donc là, la Covid Omicron est en train de baisser. Donc, a priori, on devrait pouvoir faire notre assemblée générale. Je compte beaucoup dessus parce que c'est quand même toujours beaucoup plus intéressant de vous voir et de distribuer les médicaments là plutôt que de les garder parce qu'on va faire nos commandes ici maintenant. Et donc, ça ne m'intéresse pas de garder tout ça jusqu'au mois de juin. Donc, il faut qu'on trouve à vous les distribuer et l'assemblée générale, c'est une bonne occasion de vous voir et de discuter avec vous. Donc ensuite, le 18 juin à Buc chez ICO de 9 à 12 heures. Là aussi, hein, moi, chaque année, je retourne 10, 15 fois à Buc pour des retardataires. Et ça, il y a des GDSA qui refusent de le faire. Un jour, je vais me fâcher, ça va m'arriver. Et donc, essayez de venir à Buc. Si vous ne pouvez pas, il y a des pouvoirs. Vous essayez de trouver un autre apiculteur qui puisse vous les récupérer. Mais pensez aux gens du GDSAIF qui sont bénévoles, qui viennent passer du temps à préparer tout ça et à vous faire des ordonnances, à préparer les médicaments, etc. Donc, j'ai mis pas de distribution en dehors des dates. Donc, ça, c'est une épée de Damoclès. Et si on ne les distribue pas, on les garde ensuite. Et donc, c'est acquis au GDSA. Donc, j'insiste vraiment vigoureusement là-dessus, hein, pour essayer d'améliorer hein, le travail de nos bénévoles qui sont vraiment très dévoués. Je les en remercie une fois de plus. Donc, un bon varroa est un varroa mort, hein. Donc là, vous voyez, il y en a quand même pas mal, hein, parfois. Et donc, je vous remercie pour votre attention et on